La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Fatiha Briki, professeur de botanique, Sarah Adoul, professeur des sciences de la mer, Mohamed Yagouni, professeur de mathématiques et Mhenna Abdeslam, professeur de physique nucléaire. Après 32 ans de service rendu à la nation, merci monsieur le professeur, vous êtes inculpé pour appartenance à un groupe terroriste. Les parties concernées s'en défendent, plus de 60 personnes sont impliquées dans ce dossier. On est en plein discours du Premier ministre de l'APN, alors qu'il promet des solutions rapides aux problèmes du quotidien des Algériens. Moment d'émotion, des larmes, inédits dans la vie de l'APN. Larmes de crocodile créeront les cyniques, acquis du Hirak clameront les révolutionnaires. Ça nous change du mépris du fameux pot de yaourt, observent les anciens. Mais que cachent les larmes du Premier ministre? Que sait-il que nous ignorons? La première ministre Elisabeth Borne accompagnée de 16 ministres à Alger. Il ne sera pas question de quota visa, faut éviter les sujets qui fâchent. Analyse de cette visite, amour vénal ou réel apaisement d'une relation au goût de fiel? Poutine contre-attaque. L'Ukraine est visée par des bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois suite à l'explosion d'un camion piégé sur le pont de Crimée. On se croirait dans le film Vendetta. Edalat et Ali, un groupe d'activistes iraniens, piratent la télévision d'État en plein discours du guide suprême du régime, Ali Khamenei. Le sang de nos enfants dégouline de tes mains. Femmes, vie, liberté. Les manifestations persistent. On déplore déjà plus de 95 morts, alors que le chant de Bella Ciao, hymne des manifestants, bat le rythme des journées de Téhéran. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver de nouveau à votre rendez-vous hebdomadaire, le Café Presse Politique, afin d'aborder les sujets de l'actualité de la semaine. Afin d'en parler avec nous, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Monsieur Maître Zahi, avocat. Ahlan, merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Hassan Mouali, journaliste. Bonsoir Amira. Merci d'être avec nous. Et Monsieur Sidali Kouidri, écrivain. Merci bonsoir, infiniment. Amira. Merci d'être avec nous. Donc nous allons d'abord aborder le sujet des détenus. Dans une semaine, la semaine prochaine, nous attendons deux procès, celui du 16 octobre et celui du 18 octobre. Deux procès très attendus par tous les hirakistes ainsi que par la famille des détenus et ceux qui attendent de leur procès. Nous avons celui du 16 octobre. 47 militants vont être jugés avec comme chef d'inculpation terrorisme. Parmi eux, Mera Moknej, Amishi Tahar, Becher Lahlou, Bouaouna Hamza, je ne peux pas citer tout le monde, et beaucoup d'autres. Pour certains, ils sont déjà en prison, d'autres attendent leur jugement. Le procès du 18 octobre, également celui du collectif de soutien de tous les professeurs d'université dont a parlé tout à l'heure notre amie Sophia Harris. 68 inculpés vont être jugés. Parmi eux, Hadi Lassouli, Mohamed Smala, Fatiha Briki, Sarah Adoul, Mohamed Yagouni. Donc certains sont en détention provisoire depuis juin 2021. Pour en parler avec nous, donc Maître Zahi. Maître Zahi, sur quoi se base-t-on et quelle est la loi qui maintient tous ces hirakistes derrière les barreaux? أشير إلى أن هذه المتابعات جاءت بعد الحراك الشعبي السلمي. الناس الجزائريين لأوضاع متعفنة في الجزائر خرجوا بالملايين من أجل المطالبة بالحريات الفردية والجماعية ومن أجل بناء دولة القانون. لكن للأسف بعد الحراك الشعبي شاهدنا تضييق وانتهاء سياسة قمعية أمنية أضرت بالجزائريين. الوضع اللي نعيشه حاليا وضع غير طبيعي في الجزائر، بالرغم من أنه السلطات تقول باللي غير الدستور يحتوي على 54 مادة تتكلم عن الحريات الفردية والحريات الجماعية، أهمها حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية إنشاء الأحزاب. لكن في الواقع المعاش نشهد تصرف عنيف من السلطة الجزائرية الحالية ضد عامة الشعب الجزائري. الآن في السجون
من أجل التعبير عن آراء أو من أجل القيام بأفعال خيرية اللي هي من صميم المجتمع الجزائري، وهو مساعدة من يحتاج المساعدة. إذن الغريب في الأمر أنه استحدثت المادة هذه 87 مكرر من أجل التضييق على الحريات الفردية والجماعية. ومن الناحية الدستورية، من ناحية الدستور اللي يقولوا باللي درنا دستور يضاهي الدول الديمقراطية، هذه المادة غير دستورية. كما أيضا أنه تصنيف الناس بالطريقة هذه، نمدوا للإدارة تصنف الناس شكون إرهابي وشكون مش إرهابي، هذا تعسف كبير اتجاه الشعب الجزائري. أقول بأنه الأسبوع القادم الناس راهي في الحبس، حطوها في الحبس ازيد من عام ونص وهي في الحبس المؤقت، وهذا أيضا تعسف، لأنه الحبس المؤقت هو في الدستور الجزائري هو إجراء استثنائي، كان من المفروض نحدوا من اللجوء للحبس المؤقت، لكن استعمال الحبس المؤقت لتخويف الناس، لتخويف الشعب. أنا أتعجب الآن جاية جناية يوم 16، عندنا كل الأسبوع تقريبا جنايات لمعظم الحراكيين. 4 أساتذة دكاترة جامعيين تلاقاو باه يتكلموا على آفاق الجامعة وتحسين الجامعة، ويساعدوا في ناس، في شباب، في طلبة سجنوا ويساعدوا فيه. متابعين ب3 جنايات، كل واحد فيهم متابع ب3 جنايات و7 جنح. عقوبة الجناية الواحدة تقدر توصل للإعدام. أي يعقل في بلاد الجزائر بعد هذا الحراك الشعبي أنه دكاترة جامعيين تبعهم بقضايا وبمواد كما هذه. هذا تصرف من السلطة الجزائري خلى الوضع في الجزائر غير طبيعي، وهذا ظلم. إلى جانب هذه الجنايات والحبس التعسف، ناس متابعات بالآلاف للطلبة الجامعيين، المنع من مغادرة التراب الوطني، نشهد الآن تضييق، ما همش يخلوا في الناس يخرجوا ويتنقلوا، بالرغم من أنه الدستور يضمن حرية التنقل ومنع خارج القانون بدون أمر قضائي. Maître Zahi, qui sont les concepteurs et les exécuteurs de l'article 87 bis? شوف أنا ألخصها في جملة، باسكو هضرنا على المادة هذه 87. هذه المادة 87 أنشئت خصيصا لعرقلة حرية التعبير، لعرقلة الحراك الشعبي، لعرقلة المطالبة بالحريات. المشكل في الجزائر، المشكل الأول في الجزائر اللي نعيشه الآن هو الحريات. إذا مستحيل نسمع عن الخطاب تاع السلطة يتكلم عن الاقتصاد والتقدم والتطور، مستحيل تتقدم الجزائر وإحنا غالقين المجال الإعلامي، غالقين المجال السياسي، غالقين المدونين في الحبس، اللي يكتب مقال يتابع. الآن اسمحي لي نقولها بالدارجة الجزائريين، حتى وانت تهدر مع زوجتك في الدار كنت تقول لها ننتفض يجوا يديروا لك قضية. يعني y a-t-il des chances, Maître Zahi, y a-t-il des chances que qu'il renonce à cette loi? لازم ما كاش حل واحد اخر، لانه الوضع بالطريقه هذه راح يتعفن. والى متى الناس تقبل هذا التعنيف؟ وهذا الجزائريين مش هادو اللي في الحبس هما اللي تسبوا في البلاد هذه، تسبوا المشاكل البلاد، مش هما اللي سرقوا البلاد، مش هما اللي سبوا خساره تاع المؤسسات البلاد. المسؤولين الحاليين كانوا جزء من واش وقع في البلاد. لا يعقل منطقا وعقلا وقانونا وحتى شرعا، الجزائريين نهضروا بالشرع، انه الناس اللي فسدت في البلاد هذه وخلات الشعب يخرج للطريق باه يطالب، البلاد تمشي كما البلدان كاع، تحطهم في الحبس وتخلي الناس اللي فسدوا برا. Maître Zahi, ce n'est pas très rassurant parce que avant-hier, c'est encore un journaliste, Nadir Kerri, qui a été, il a été mis sous contrôle judiciaire après avoir passé une nuit en détention. C'est juste un journaliste spécialiste en automobile. المتابعات ماهيش متوقفة، والسياسة الأمنية هذه القمعية راهي تزيد كل يوم، وفي كل يوم تتطور. قلت لك استعملوا الحبس المؤقت، كاين نقول هناك تلفيق للتهم، نجيبوا جزائري يكتب كلمة في الفيسبوك نديروا له 10 تهم، وبعد تعسف الاتهام، وبعد الحبس المؤقت. كي الحبس المؤقت نحطوا عام ما دار والو، كي نلحقوا المحاكمة علنية ونطلب من الشعب الجزائري يحضر المحاكمات.
ما كان والو، ما يقدرش يعطيه البراءه، يغطي له العقوبه اللي يجوزها في الحبس المؤقت، وهذا خارج القانون ايضا. الى جانب انه هذه السياسه الامنيه، البارح صحفي وقبل البارح صحفي وطالب جامعي، المتابعات هذه متواصله ماهيش راح تحبس. اذا النخبه في الجزائر، كل المؤسسات، كل الاحزاب، كل الشعب الجزائري يجب ان يعلن عن رفضه عن استعمال هذه، لانه ضروا الناس، عائلات، اطفال، راهي مضروره. كنت كي تحط واحد في الحبس 16 شهر راك ضيعت عائله، وعلى واش حطيته في الحبس؟ ما سرق، ما باع المخدرات، ما ظلم واحد، ما ضرب واحد، ما كسر واحد. Le journaliste Mohamed Mouloudj a raté quand même 2 rentrées scolaires, celle de l'année dernière avec ses enfants et encore celle de cette année. Monsieur Hassan Mouali, la criminalisation de la spéculation. À voir donc aujourd'hui, il mène une guerre. Hier, au tribunal de Tipaza, c'est plus de 10 ans de prison pour quelqu'un qui détenait de l'huile. Bah, franchement, je ne comprends rien Accusation du tout. et le chef d'accusation, terrorisme, encore une fois. C'est exactement ça. Bon, la dernière fois, je crois que le dernier Conseil des ministres, le président avait demandé à aggraver les peines des spéculateurs jusqu'à 30 ans. 30 ans, bon, 30 ans, c'est dingue. On se dit que c'est les gens qui sont accusés de terrorisme, ok, on peut comprendre et tout ça, mais spéculation, bon, je pense que c'est surdimensionné. Je ne sais pas, quoi dire. J'ai juste envie de dire que notre pays ne mérite pas ça. La situation générale du pays ne mérite pas ça. Parlons de ces histoires de détenus d'opinion, les journalistes emprisonnés, tout ça. J'ai juste envie de dire, c'est pas comme ça qu'on construit un pays. On a commis des erreurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut rectifier, mais ce chemin-là, il mène à l'impasse, tout simplement. Il mène à l'impasse. On a cassé des familles. Tu viens de citer l'exemple de Mohamed Mouloudj. Il n'a même pas eu droit à un procès. Les autres aussi n'ont pas eu de procès. On garde Mouloudj qui sera jugé également le 18 octobre prochain. J'espère qu'il sera relâché. On espère qu'il sera libéré. Donc, quand on garde quelqu'un pendant une année sans aucun respect de la présomption d'innocence dans la prison, on le brise, on brise sa famille. Il faut penser aux enfants, il faut penser aux familles et tout. C'est dingue. Après, on le condamne à une année de prison. C'est-à-dire qu'il aura purgé une année. C'est clair que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, c'est une situation absolument incroyable. Elle est exceptionnelle, elle n'est pas normale, elle est arbitraire. Il faut impérativement que ça change parce qu'on n'est pas dans les meilleures dispositions en tant que pays. Je parle de la situation sociale. Il y a quand même une décrue du pouvoir d'achat. Il y a des signaux quand même. Il y a des signaux qui indiquent qu'il y a de véritables problèmes dans notre pays, de pouvoir d'achat. Il y a un déclassement social. La classe moyenne n'existe plus. On a tendance à parler de classe moyenne, même quand on a évoqué cette histoire d'importation des véhicules, on a dit enfin oui, maintenant les véhicules moins de 3 ans, la classe moyenne, mais quel est cet Algérien de la classe moyenne qui peut se payer une voiture à 4 millions de dinars? C'est pas possible, c'est juste pas possible. C'est fait pour ceux qui sont friqués, donc c'est pas... D'ailleurs, je fais observer qu'il y a à peu près 2 ans ou 3 ans de ça, un ministre a dit qu'on ne veut pas importer de la ferraille et tout ça. 3 ans plus tard, rien n'a changé, on va importer de moins de 3 ans. Donc il y a une incohérence quelque part. Donc en moins supplant, le 16 et le 18, il va y avoir ces procès. On va essayer de... j'espère, parce que finalement, en termes de solidarité amira, ce qu'il faut retenir malheureusement, il n'y a pas de solidarité dans ce... Même les catégories professionnelles ne se solidarisent pas avec les journalistes, ne se solidarisent pas avec les journalistes emprisonnés, les avocats, les médecins. Il n'y a que celui qui souffre dans sa cellule et sa famille qui accuse le coup. D'accord, ce pays, on a cassé les ressorts de solidarité dans ce pays. Donc moi, je me mets à la place de ceux qui ont des leurs en prison. Donc tout ce qui me reste, à défaut d'une mobilisation, à défaut d'une presse libre qui va rappeler au gouvernement son devoir d'appliquer la loi, rien que la loi, d'accord? Je dis au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent, voilà, c'est pas comme ça qu'on construit un pays. Un pays. Monsieur Kouidri Filali, grâce à un lobbying algérien, l'Algérie est élue, et c'est tant mieux, élue membre du Conseil des droits de l'homme pour
pour 2023 jusqu'à 2025. Donc c'est pour la promotion, protection des droits humains. Est-ce que vous ne pensez pas que ceci va peut-être pousser le pouvoir en Algérie à libérer justement, parce qu'en termes de droits de l'homme, le mot En effet, c'est une autre incohérence qui s'ajoute aux incohérences du pouvoir algérien, du régime algérien. Et moi, je pense que Maître Zehi a fait le tour du côté formel et M. Mouali a fait le tour sur le côté ressenti, parce que c'est vraiment le ressenti qu'on a aujourd'hui. Il est triste qu'aujourd'hui, en 2022, on parle encore de ça, alors que c'est des conséquences d'une dynamique populaire extraordinaire. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de payer un Hirak qui a été qualifié par le président de la République comme Hirak Moubarak. Donc, quand on nous explique si c'est un Hirak Moubarak, que font ces gens en prison ? Mais que font ces gens en prison? Et c'est vraiment triste d'en parler aujourd'hui. Et moi, je saisis l'occasion justement pour lancer un message. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine dynamique en Algérie, économique, diplomatique, sur plein de sujets. Et on voudrait bien qu'il y ait une dynamique politique claire en face du peuple algérien. Aujourd'hui, on a un gouvernement en place, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait voté pour ou pas, on a un président en place, qu'on l'aime ou pas. Moi, je pense que les dates qui viennent, le 16 et le 18, c'est des dates cruciales. Il faut vraiment envoyer un message lourd en acquittant tout le monde, parce que ce ne sont pas des terroristes, ce sont des gens, ce sont des détenus d'opinion, c'est des gens qui ont tout simplement, comme nous aujourd'hui, font part d'une opinion. Donc on risque la prison nous aussi, entre guillemets. Et donc, ces gens-là ne méritent pas la prison. Ici, aujourd'hui, dans le contexte international qui se pose, avec tout ce qui se passe, avec la nouvelle dynamique mondiale et les risques que ça incombe, c'est le moment ou jamais de faire la paix avec le peuple algérien. On a besoin d'avancer, on a besoin d'être un peuple comme les autres, et ça n'arrivera jamais si on a des gens qui vont en prison pour 2 mots. Donc moi, je lance vraiment un message aux gouverneurs de ce pays, entre guillemets, à tous ceux qui ont une main dans ce qui se passe actuellement pour relâcher tout le monde. C'est le moment de dire aux Algériens, on est des Algériens comme vous. M. Hassan le disait, on fait tous des erreurs. Si c'est une erreur, si c'est une conséquence de l'Essaba, du système passé, parce que le système, c'est quoi au final? C'est des méthodes et des pratiques. Et on s'est soulevé contre ces méthodes et ces pratiques. Et si aujourd'hui on revit ces méthodes et ces pratiques, il y aura un autre Hirak qui va venir et peut-être une implosion dangereuse. Et dans le contexte international, ça risque d'arriver. Donc autant le faire maintenant, tout de suite, et faire la paix avec les Algériens. Faire la paix, effectivement, l'Algérie est un peu sous les projecteurs en ce moment. Nous avons des visites. La semaine dernière, c'est Elisabeth Borne qui s'est rendue en Algérie, donc pour rencontrer son homologue Ayman Abdelrahman, avec 15 ministres ainsi que des hommes d'affaires. Donc 40 jours uniquement après la visite du président Macron avec son homologue M. Tebboune, avec donc certains ministres régaliens, c'est pas rien, la moitié du gouvernement français. Donc le but était de relancer le partenariat économique. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette visite, M. Sida El Khouedri? Comment la qualifier? Écoutez, l'Algérie est certainement dans une nouvelle dynamique. On a passé un cap quelque part. Je ne dis pas que nous allons vers le bon sens, puis je dis qu'on a passé un cap. Et c'est déjà quelque chose. Ça nous permet de réfléchir, d'avoir de nouvelles réflexions sur l'avenir de l'Algérie, politique, économique, etc. La relation avec la France est une relation qui nous a fatigués, nous les Algériens. Ça nous a vraiment fatigués. Et ce qui revient tout le temps, c'est devenu du folklore. C'est la question mémorielle. C'est la guerre d'Algérie, c'est la guerre d'indépendance, c'est notre relation avec la France, c'est la France-Afrique, c'est ce que fait la France actuellement en Afrique, en Algérie, depuis tout le temps. Et moi, je pense que si on veut avancer avec la France aujourd'hui en tant que pays... méditerranéen. Voilà, en tant que pays méditerranéen, un pays que nous connaissons très très bien, dont nous partageons une partie de la culture, qui nous connaît très très bien, et c'est d'autant d'éléments qui peuvent nous faire avancer très très bien. L'Algérie peut être un très très bon partenaire pour la France, et la France a besoin de l'Algérie. Elle a besoin de l'Algérie pour les ressources de l'Algérie, mais aussi pour l'Afrique, parce qu'elle est en train de partir sur l'Afrique. Et elle sait que l'Algérie, c'est le moteur de l'Afrique. Et aujourd'hui, on le voit, au Burkina Faso, au Mali, on voit que la France est clairement en train de sortir de l'Afrique, non pas parce qu'elle le veuille, mais parce qu'elle y est obligée. Et aujourd'hui, si la France veut se replacer en Afrique, la porte c'est l'Algérie, qu'elle le veuille ou pas aussi. Mais pour arriver à ce point-là, pour pouvoir avancer avec la France en termes d'investissement, en termes de stratégie, en termes de politique commune, il faut vraiment mettre de côté la question mémorielle. Et pour ça, il faut plus que des gestes, rendre 15 monnaies anciennes à l'Algérie. 51 pièces. Voilà, 51 pièces, 15 pièces, c'est la même chose. Ça reste du folklore. Aujourd'hui, on voudrait bien
clore définitivement Le but n'était pas peut-être de renouer par rapport... Parce que c'est vrai que c'est une relation qui passe par des je t'aime moi non plus, des refroidissements, des réchauffements. Mais et il puis... faut plus que ça, parce que la France garde ses relents du colonialisme, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, on a en France, il y a tout l'archive français, algérien en France aujourd'hui. Quand on dit archive algérien, on ne parle pas de l'archive de la Révolution, mais on parle de l'archive des Zérides, des Iyanides, des Rostomides, des Ottomans, des Numides. Ils ont des pièces, des manuscrits, des documents, des artefacts qui datent de 2000 ans. C'est les nôtres. Et si un jour on veut faire la paix avec la France, ben, ils n'ont qu'à nous rendre notre dû. Et à partir de ce moment-là, quand on aura mis de côté la question mémorielle, on n'a rien contre la France, on n'a rien contre le peuple français. Les guerres, ça arrive, on a été victime de colonisation, on s'est bien défendu. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, si la France veut traîner ça en longueur, ben c'est parti pour 1000 siècles de visites, de contre-visites, d'incidents diplomatiques et on ne sortira pas. Monsieur Hassan Ouali, donc renforcer le partenariat, accélérer les investissements, on a entendu parler de start-up, d'agriculture, mais pas de gaz. Ça n'a pas parlé de gaz. Bah, je pense que c'est la question la plus importante en fait. Voilà, c'est la question la plus importante, elle est enrobée, elle est sous-tendue et tout. Mais bon, il ne faut pas être naïf. La France a besoin du gaz algérien en ce moment. Pas plus loin qu'hier, j'ai écouté le président François Hollande, Emmanuel Macron accuser les États-Unis, parce que les États-Unis, ce sont eux et les Norvégiens qui fournissent le gaz à la France. Il se trouve qu'ils ont quadruplé le prix du gaz. Et ils s'en prennent directement. Merci, mais nos chers amis américains et norvégiens, vous nous vendez du gaz, merci beaucoup, pour remplacer le gaz ukrainien, mais nous le payons 4 fois plus cher. Vous voyez un petit peu, il y a me semble-t-il, un plan Marshall, un nouveau plan Marshall que les États-Unis préparent pour l'Europe. Il va y avoir un effondrement de l'Europe dans le siège de cette guerre en Ukraine. Donc, contrairement à ce que disait d'ailleurs Macron quand il était là, et ce qu'a répété Elisabeth Borne, parce que ce sont des éléments de langage qui sont bien appris par les responsables français, à savoir dire que non, la France ne dépend pas du gaz algérien, c'est 9%, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qui est dit officiellement. Mais les négociations sur l'énergie n'ont jamais été rompues entre l'Algérie et la France. Ils souhaitent que l'Algérie fournisse un peu plus de gaz, surtout le GNL. Le GNL, parce que il faut savoir que les capacités de production du gaz algérien nos capacités sont limitées. Avec une explosion de la consommation quand exactement, même locale. Exactement. Et puis nous avons l'Italie déjà, nous avons nos clients traditionnels. Par contre, le GNL, si on peut fournir plus avec les méthaniers et tout, donc ils essayent d'obtenir, même s'ils ne le disent pas publiquement. Mais cette histoire de gaz, il y a en toile de fond la question politique. Il y a une année, vous vous en souvenez, en septembre 2021, quand Emmanuel Macron avait fait des déclarations incroyables contre l'Algérie, on va le dire comme ça, quand il avait douté même de l'existence de la nation algérienne. Oui, ça a été un dérapage très mal il avait pointé un système ici. politico-militaire qui se nourrissait de la rente mémorielle. Bon, c'était gros, c'était la première fois. Alors, curieusement, Emmanuel Macron, il a été l'auteur de deux contradictions. La première, c'était magnifique pour nous. Il avait décrété en 2017 la colonisation crime contre l'humanité avec notre ami Khaldrani, vous vous en souvenez. C'était la première fois que le chef d'État français disait ça. Ça nous a fait plaisir, bien qu'il n'était pas encore président, il était juste candidat. Et là, il doute de l'existence de la nation algérienne, il attaque directement, frontalement, le système algérien qui se nourrit de la rente mémorielle. C'est la première fois que ça se... Donc, qu'est-ce qui avait piqué Macron? Bon, on a tous compris que c'était un contexte préélectoral, il avait besoin de ça pour sa logique politique interne en France. Mais bon, il a été vraiment très loin. C'est-à-dire, même les opposants les plus farouches au pouvoir algérien, ils se sont dit, Macron, tu as déconné, cette fois-ci, tu as dépassé les limites. Bien sûr, monsieur Zerhi, dites-moi. Je m'excuse. Vous voulez réagir à ce qu'il vient de dire? Ok, allez-y. في كل مجتمع يبداو بلي باز مبادئ ما تقدرش تكون علاقه نورمال بين فرنسا والجزائر. علاه؟ في فرنسا دوله ديمقراطيه، كاين مؤسسات، كاين ناس تحاسب السلطه، الحكومه تحاسب الرئيس، كاين برلمان، كاين صحافه. حنا ماكرون جا الجزائر دار ندوه صحفيه قال جيت لهذا. حنا لدروك ما سمعنا حتى واحد على جا ولا جا راح. دوك
انا هذه ازدواجيه المعايير. فرنسا من حقها دوله تحوس على لي زانتيري تاع شعبها، ربي يسهل عليها. بون حتى نقول لك انا باغ اكزومبل، خلينا الجانب الاستعماري واش كاين، مي نفضل نتعامل مع فرنسا والايطالي والاسبان اللي على 30 دقيقه من الجزائر خير من غير نروح 22000 كيلومتر باه ما نسميش حاجه واحده. مي العلاقه هذه لازم تتبنى صح، كي ما تكونش انت عندك مؤسسات. حنا سلطه تشريعيه، ما كاينه سلطه تشريعيه كش ما يحاسبوا في الحكومه، كش ما واحد قال واش درتو واش ما درتوش. السلطه القضائيه كش ما راهي تخدم، هما كل شيء راه يمشي. مستحيل تدير علاقه وحنا كلش ساكت، غير تبون واللي معاه اللي على بالهم ولا على واجهه وعلى راحته. الشعب اللي ما تشاركش الشعب في سياسه معينه ويمشي معاك مستحيل تنجح. Je vais continuer sur. Je n'ai pas Allez-y, terminé. allez-y. Je suis Allez-y, pas encore allez-y. des mains. Voilà, donc je vais commencer de là où il a terminé. C'est vrai qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette visite. Tu as eu un débarquement, c'est un débarquement du gouvernement français, c'était quand même 16 ministres. C'est la première fois que ça 15 arrive. ministres, je 15 pense ou qu'il y 16. en a un qui était atteint du Covid, qui n'a Avec, pas pu venir. avec les portefeuilles régaliens, donc intérieur, justice, Justice, des affaires tout à fait. étrangères, je crois que même la défense. Donc c'est tout le monde qui était là, les portefeuilles économiques bien sûr. Et donc c'est un débarquement, c'est très important. C'est très important au point où les Marocains ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Algérie, parce que pour les Marocains, pour eux, la France c'est un peu, le Maroc c'est un protectorat français encore. Alors quand ils voient autant de ministres français débarquer en Algérie, ils se disent bon, la France a fait son choix, c'est l'Algérie, c'est pas nous. Donc parce que eux, ils sont beaucoup plus proches d'Israël en ce moment que de la France. Ça c'est une autre question. Donc il y avait beaucoup de. Justement, Monsieur Hassan Ouali, le Sahara occidental n'a pas été abordé par la France, alors que c'est une question qui nous a fâchés avec l'Espagne, et alors que les relations là entre la France et le Maroc sont. Alors ça ne pouvait pas être un sujet pour la simple raison que la France, sa position sur le Sahara occidental est tranchée. Je connais très bien le dossier. La France soutient la marocanité du Sahara occidental. Ça n'a jamais souffert. Donc c'est un sujet qui fâche, qu'on aborde pas. Il fâche, mais les Algériens ne le traitent pas avec la France parce que la France. On préfère se fâcher avec l'Espagne. C'est le sponsor majeur du Maroc, la France, la marocanité. Donc c'est un sujet complètement évacué. C'est une position officieuse. Oui, c'est une position officieuse. La France, elle est officielle. Il soutient le concept autonomie marocain. Officiellement, la France soutient l'ONU pour la gestion de la question du Sahara occidental. Oui, Et d'ailleurs, Macron, et c'est ce qui fait peur aux Marocains, Macron a mis à l'ordre du jour la question du Sahara occidental pendant le congrès méditerranéen, le congrès qui devait se tenir la semaine passée et qui a été reporté. Et c'est là où ça a un petit peu tilté chez les Marocains. Il faut pas se mentir. Officieusement, bien sûr, le Maroc c'est un protectorat. La position officielle de la France et désormais même de l'Espagne aussi, parce que l'Espagne par contre oui, l'Espagne n'assume pas publiquement son soutien au Maroc. C'est récemment qu'avec le gouvernement de, comment il s'appelle, Pedro Sanchez. Mais la France, elle a toujours soutenu la marocanité du Sahara occidental et estimé que le plan d'autonomie marocain était crédible et réaliste depuis 2007 pratiquement. D'accord. Et donc ces questions politiques, ils ne les évoquent pas pour la simple raison que les Algériens savent que les Français sont inflexibles, intraitables sur cette question. Le Maroc, c'est pratiquement un protectorat, un dom-tom français. C'est un peu comme ça, pour schématiser. Par contre, il y a beaucoup d'intérêts. La France, elle a besoin d'argent en ce moment. Elle a besoin de gaz, comme tu l'as dit si bien. Le gaz, elle va avoir du gaz. Elle a demandé du gaz. Ils vont avoir du gaz, ils ont besoin d'argent, c'est la crise en France. Il y a une crise sociale incroyable. Et moi, ce qui s'est passé hier, avant-hier, il me semble, je ne sais pas, peut-être je me trompe, le fait qu'on a décidé comme ça, comme par enchantement, de reprendre l'importation des véhicules moins de 3 ans. Ça va profiter à qui ? Ça va profiter à la France. Les Algériens, ils ont leurs cousins, leurs voisins en France. Donc c'est en France qu'ils vont s'approvisionner. Donc c'est autant de millions, sinon de milliards d'euros qui iront en France. Et puis il y a une semaine, je crois que c'était les tracteurs de moins de 5 ans. Où est-ce qu'on va acheter les tracteurs? C'est pas en Argentine quand même. C'est en France qu'on va les acheter. Donc ça va quand même plus ou moins. Il y a une petite cagnotte pour la France avant l'arrivée d'ailleurs. Avant l'arrivée, c'est-à-dire ça n'a même pas été négocié, c'était un cadeau pratiquement. Tu vois, donc il y a des choses qui n'apparaissent pas. Après, bien sûr, on peut parler des questions géopolitiques. Au Mali, comme l'a dit si bien signalé, c'est vrai que la France elle est boutée au Sahel. Elle n'est plus la France-Afrique. Enfin, je ne dirais pas la France-Afrique, mais quand même, elle a perdu pied au Mali notamment. Les Maliens, ils te disent, on n'a plus besoin de la France. C'est dingue.
C'est la première fois que ça arrive. Donc, il compte sur l'Algérie qui promeut la solution politique, à juste titre d'ailleurs, un dialogue politique inclusif entre les différentes factions pour arriver à une réconciliation. La France compte sur l'Algérie pour la réintroduire. Parce qu'entre-temps, il y a un autre joueur qui arrive sur place, c'est Wagner, les Russes. La France aujourd'hui, elle soutient ce qu'on appelle les accords d'Alger. Les accords d'Alger, exactement, qu'elle a combattu avant. Mais là, il y a un nouveau joueur qui est arrivé sur place, c'est Wagner, c'est les Russes qui sont arrivés là-bas. Ils ont pris pied en Centrafrique, là au Mali, au Burkina Faso. Donc la France pratiquement, elle est en perte de vitesse. Donc elle compte sur l'Algérie pour se réinstaller éventuellement. نزيد هذه برك باسكو تفضل. عندها عامين ثلاثة وحنا يعيشوا السلطة الحالية تتهم الحراكيين ولاد فرنسا والأيادي الخارجية مي كي تشوفي هما يحتاجوها ما كتشوفيها هذه ما نجوزهاش باسكو هذه الهضرة نقولها على الناس اللي راهم في الحبس لأنهم التهمة الأولى أم أيادي خارجية مع الغرب لكن لما الحكومة تمارس وشي اللي مش قايله للشعب واش كاين انا درك نستنى في الرئيس ولا رئيس الحكومه تاعنا يعطينا على هجا ماكرون ويعطينا على هجا ولي فرنسي باه نعرفوا لو بروغرام وموا للشعب نتاع وانت مدخل الناس 16 شهر الحبس على اساس ايادي خارجيه وانتمائهم لله سي با نورمال. Amira, si tu permets, moi aussi ça me tient à cœur. D'abord, cette histoire de Conseil des droits de l'homme, l'Algérie est élu et tout ça. Il faut savoir que ce Conseil, bon, il est très contesté au niveau des Nations Unies, passe par là. Si tu vois la composante de ce Conseil, tu peux trouver le Cuba, tu peux trouver les pays les plus, comment dire, Les moins regardants. les moins regardants ceux qui sont de l'ordre sont là-bas. Bon, ok. L'Algérie est élue. Ben, j'espère que ce sera un test pour elle. Donc 16 et 18 libèrent les détenus d'opinion. Il faut donner du sens à ça. J'aimerais bien, c'est très bien. Aujourd'hui, nous avons réconcilié, on a signé un accord entre le Fatah et le Hamas à Alger. C'est très bien pour nous. D'un point de vue diplomatique, géopolitique, c'est très bien. L'Algérie réussit des médiations. Il faut qu'on réussisse des médiations en interne. D'accord? On donne l'exemple à l'extérieur. Il faut qu'on les réussisse en interne. Qu'on donne l'exemple et puis... Et qu'on donne l'exemple. Monsieur Sidi Ali Kouidri, Forum d'affaires Algérie-UE, également en présence du Premier ministre Ayman Abdelrahman et de la commissaire européenne de l'énergie, Madame Kadri Simpson. Donc Madame Kadri déclare l'Union européenne est prête, je la cite, est prête à apporter son savoir-faire pour aider l'Algérie à augmenter ses capacités de production et d'exportation. Donc, Ayadi Kharidjia, on y a eu droit, hein, monsieur Sidali et moi, pendant très longtemps. Voilà, ça a été mon surnom d'ailleurs à un moment. Donc, est-ce que l'Algérie est condamnée à exporter uniquement les matières premières et donc le gaz et le pétrole et à importer? Pas vraiment. En fait, notre économie dépend de la politique, essentiellement. Alors, je m'explique, je vais prendre 5 minutes pour expliquer. Il n'y a aucune honte à être un pays énergétique. Ça, il faut mettre ça. Il n'y a aucune honte voilà. Les États-Unis, c'est un pays énergétique. La Russie, c'est un pays énergétique. Donc, il n'y a aucune honte à être un pays énergétique. La honte, c'est d'être un pays qui vit de la rente énergétique. Voilà. Là, ça nous pose problème. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le contexte international, l'Algérie a un sacré coup à jouer. Si on rate notre coup cette fois, on ne l'aura pas une deuxième fois. On est mort. Pourquoi on est mort? Parce que les prix du gaz ont explosé, que toute l'Europe est en train de galérer pour trouver du gaz. On voit des puissances comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, comme la France, qui ont peur pour se chauffer l'hiver. C'est vous dire la panique que vivent ces gens-là. Alors que c'est une puissance, l'Allemagne... les pays européens, on le rappelle, les pays européens sont dépendants à 90% de l'énergie étrangère. Pour la plus grosse moitié des pays européens. Et nous, on est un pays qui a du gaz, qui a du charbon, et qui a un carburant des moins chers au monde. On est les 3e, je crois, ou les 4e au monde. Et aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de fournir des gaz aux autres. Bien sûr, on fournira du gaz, on a des capacités de gaz, on les fournit déjà à l'Italie, à l'Espagne, un petit peu avec le GNL. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est... L'Allemagne aujourd'hui, ce qui fait peur à l'Allemagne, c'est pas se chauffer l'hiver, mais c'est l'industrie qui dépend du gaz. Parce que toutes les industries dépendent du gaz. Et aujourd'hui, aucune industrie, il y a même des sociétés, il y a même des sociétés en France qui vont fermer cet hiver parce qu'ils n'ont pas assez de gaz et que c'est devenu non rentable. Et là, je parle de l'industrie du verre, de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire, de toutes les grosses industries. Et aujourd'hui, vu qu'on a du gaz qui est un des moins chers au monde,
et qu'on a de la main-d'œuvre, qu'on a des salaires qui sont très très compétents par rapport à l'externalisation de toutes ces entreprises-là, de toutes ces industries-là, qu'on a repris Quelle est un la petit carte à peu jouer, une Sidali dynamique, Kouidri? j'y arrive, une dynamique diplomatique qui a fait que l'Algérie est devenue la Mecque, on va dire, du gaz ces jours-ci. On a vu passer pratiquement les 5, les 8 Elle a derniers été mois. courtisée, effectivement. Voilà, elle a été très très courtisée. Et donc c'est maintenant ou jamais de ramener des investissements Merci. et compter sur le gaz, sur les énergies pour faire marcher ces investissements en Algérie. Ce n'est plus du gaz qui va sortir, ce n'est plus des pipelines, mais c'est des voitures, c'est de l'agroalimentaire, c'est des mines, il faut faire marcher. Et je pense que le gouvernement est en train d'œuvrer sur ça, mais on n'a pas encore vu le résultat. C'est vrai que les résultats prennent du temps, mais il faudrait vraiment profiter du contexte international, surtout du contexte énergétique, pour justement ramener toutes ces industries-là, qui ne sont rentables d'ailleurs nulle part ailleurs. On les a vus dans les pays voisins. Si on compare avec les pays voisins, ils ont plus d'industries agroalimentaires que nous, plus d'industries automobiles, etc. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de gaz. Eh bien aujourd'hui, on ramène ces investissements, sinon on ne vend pas de gaz. Donc, monsieur Hassan Wali, excusez-moi une minute. Donc, gagnant-gagnant, on a toujours appelé de nos voeux à ce que l'Algérie ait une relation avec les pays européens, que ce soit dans le sens gagnant-gagnant. J'ai suivi ce qui s'est fait. Mais j'ai pas entendu parler ni de transfert de technologie, ni de. J'ai entendu parler de visa. Hein, Monsieur Zahri, entendu Pour les parler de responsables, visa, j'ai entendu parler. Visa pour les responsables. J'ai entendu, mais transfert de technologie, voilà. Hier, tu parles du Conseil de l'Union Je européenne. parle de ce qui s'est passé cette semaine. Ah, oui, bien sûr. Bon, les visas. Beaucoup de lettres d'intention, mais sur le terrain. C'est de la part l'autre. Ce qu'il faut savoir, en parlant de cette réunion qui a eu lieu entre l'Union européenne et l'Algérie, en fait, moi, j'ai pas assisté, mais j'ai un ami journaliste qui a assisté. En fait, les Européens, ils ne veulent pas injecter leur argent. Parce que l'enjeu pour l'Algérie maintenant, c'est d'investir. D'investir, c'est d'entretenir les gisements existants, les gisements de gaz existants, et de faire de l'exploration. Ça coûte énormément d'argent. Et on a besoin des capitaux étrangers, des capitaux français. Alors, Arwahi Total, venez investir chez nous. C'est ce que le gouvernement algérien dit aux Européens. Venez investir, il n'y a pas de souci. D'accord? Par exemple, tu prends BP, British Petroleum. Pourquoi il y a cette British Petroleum, elle a arrêté avec le gaz. Maintenant, à investir, Monsieur Moali. Comment? Pourquoi cette frilosité à l'investissement? Ils ne veulent pas, parce que eux, ils veulent prendre le gaz. Ce qui les intéresse, c'est de prendre le gaz. C'est-à-dire, encore une fois, c'est cette histoire de relation gagnant-gagnant. Ils nous ont bassinés pendant très longtemps. On a signé Bouteflika, pour la postérité, pour l'histoire, il faut dire que Bouteflika, il avait signé l'accord d'association sans aucune contrepartie. Ils ont pris plus de 220 milliards de dollars entre 2005. C'était l'enjeu du deuxième mandat. Allez-y. Juste un exemple. C'est vous dire que pendant les 20 années de Bouteflika, Sonatrach a investi dans l'exploration et dans l'exploitation des gisements, des mines, de tout ce qu'a Sonatrach. Sonatrach, c'est quand même la première entreprise en Afrique. Son chiffre d'affaires, c'est le PIB de certains pays africains. C'est une énorme entreprise. Et on est un pays énergétique, donc on compte sur cette entreprise. Sur 20 ans, elle a investi 10 milliards de dollars, ce qui est rien du tout. Et là, Sonatrach a un projet d'investissement sur les 5 années à venir de 34 milliards de dollars. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment une dynamique. Maintenant, c'est une dynamique qui doit être au profit des Algériens. Qui doit être vraiment au profit des Algériens, si c'est pour s'il te plaît. On ne peut pas tous parler en même temps. Allez-y, Monsieur Zahri. انا واش راح نقول الشفافيه نهضروا الواقع الجزائري لي فرونسي ولا لي زوروبيان واش راهم يدوا في الغاز يدوا في البترول يدوا في دراهمنا ويدوا في لي جون تاعنا اللي ما يحرموا باسكو الحرقه هذيك ثاني لي جون اللي ما يروحوا تما ما على بالهم قاعدين 10 سنين يستغلوا فيهم صح ولا لا استغلال انت الدوله تاعنا هذه السلطه تاعنا دركاي لا كما قال راهي الشعب هذا تحارب في الشعب تاعه وتمد في الخير للناس اخرين سي با نورمال ما تمشيش السياسه اللي يديروا فيها ما يكون فيها الاقتصاد الضعف نتاعهم يستغلوه لي زوروبيان malheureusement هذا واش كاين C'est une question d'incohérence de ce pouvoir. Regardez, on a coupé on n'a pas coupé, mais on a mis fin au traité d'amitié qui nous lie à l'Espagne. L'Espagne, c'est un partenaire majeur pour l'Algérie, c'est un partenaire dont nous avons besoin. S'il n'y a aucune animosité algérienne envers l'Espagne, on les aime très très bien, ils nous adorent et on faisait des affaires ensemble.
Et pour la question du Sahara occidental, une question de souveraineté, entre guillemets, pour l'Algérie, on n'a pas hésité à mettre au placard un traité d'amitié qui date de 20 ans. Pour une question de souveraineté. Alors, ça, c'est pour une question de souveraineté politique pour le Sahara occidental. Alors que pour des questions de souveraineté économique algérienne, vous ne faites pas pareil. Mais c'est incohérent, c'est complètement Alors, incohérent. par rapport à cette histoire d'Espagne, moi, je partage entièrement ton point de vue et je ne partage pas celui de notre pays, malheureusement. C'est-à-dire mettre aux oubliettes comme ça un traité d'amitié stratégique avec l'Espagne parce qu'ils ont changé de position par rapport au Sahara occidental. Il faut savoir que la France a la même position que l'Espagne depuis des années. Donc, faut-il encore couper les relations avec la France, les couper avec n'importe quel pays? Les États-Unis aussi. Les États-unis reconnaissent maintenant Les pays arabes, la moitié des pays arabes reconnaissent la marocanité du Je vous fais Sahara observer que occidental. les États-Unis ont changé de position avec Trump. C'était en 2019. Avec un tweet. C'est lui qui a, avec les accords d'Abraham, c'est lui qui a ramené l'État sioniste au Maroc. Fallait-il couper les relations avec les États-Unis? Moi, je pense que l'Espagne, c'est un pays quand même assez important pour nous. Bien sûr, évidemment. Économiquement, stratégiquement, politiquement, on a toujours eu d'excellents rapports avec l'Espagne, tout comme, maintenant on a choisi l'Italie. L'Italie, c'est un partenaire historique de l'Algérie, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, aujourd'hui, même on a signé avec Fiat. Je pense que c'est un truc politique quand même, la symbolique politique. C'est une façon de dire à France, Renault, Peugeot, ça va venir en bas. Non, c'est Fiat. Ça semble cohérent. L'Algérie a choisi son camp. Le partenaire clé numéro 1, c'est l'Italie. C'est un message envoyé. هذه سياسه ترضي كاع الناس غير الشعب تاعك ما ترضيه. Non, c'est un autre débat. Mais pour parler de cette histoire d'énergie, d'investissement de Sonatrach, 30 milliards de dollars, c'est rien du tout. Un investissement de 30 milliards de dollars, c'est rien. Sonatrach a besoin de 200, 300 milliards de dollars. Elle ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'elle dit à Total, elle dit aux géants majors de l'énergie, venez en Algérie. Mais les Européens, pour l'instant, ils ne veulent pas. Hier, d'ailleurs, Hached, un expert, un ancien directeur amont, je crois, à Sonatrach, Hached, il leur a dit, vous n'êtes pas conséquent, Thomas, vous ne voulez pas venir investir avec nous, partager les risques, parce que c'est ça, partager les risques, l'investissement, l'exploration, ça coûte énormément d'argent. Regardez, quand vous n'avez pas une loi d'investissement, nous on avait une loi d'investissement qui ne t'investit de d'euros, mais t'es malade, tu n'investis pas dans un pays de fou qui peut du jour au lendemain te fermer ton entreprise, tu te dis va te faire foutre. Mais c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin d'un cadre d'investissement reconnu par la législation internationale. On a besoin de lois claires, de lois qui ne changent pas tous les 3 mois. Après, politiquement, et c'est après ça qu'il y aura de l'argent qui va tomber. Aujourd'hui, on a une loi d'investissement. Il y a certaines on va dire, certains points qui ne sont pas très clairs, mais il y a eu une ouverture. Il y a déjà c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a une certaine dynamique maintenant à ce gouvernement de la faire suivre par des initiatives politiques. Par des décisions concernant par exemple les détenus d'opinion, concernant la liberté de la presse. Et là, tout le monde va voir que oui, on est dans une vraie dynamique. Et là, il n'y a aucun pays qui a eu sa démocratie en 2 ans, 3 ans. Absolument. On est capable d'attendre 5 ans, 6 ans, pourvu qu'il y ait des signes d'apaisement et des signes qu'on est en train d'aller vers le bon sens. سي فيلان تاع شعبك حنا رانا خايفين انا عايش في الخوف Bien sûr, on l'est tous, on l'est tous. بدون الحبس ولا نروح المطار نخلو نجنو. Ça, c'est pas bien. سيدة أميرة أنا مثال آخر 700 متابعة ما تخرجيش كيفاش أنت شعبك لي زوروبيان هذو عندهم يشوفوا ياناليزيو يحلوا يشوفوا باللي شعبك خايف منك كيفاش حبيتو هو يجي يحط دراهم ولا هو جاي يدي واش يحتاج ويروح قبل لا نرجلوا المشكل بيننا وبين الشعب. On a vu Monsieur Ben Salman signer des accords avec l'Allemagne. L'Allemagne est le pays européen qui souffre le plus actuellement de cette crise énergétique avec des transferts de technologie. C'est-à-dire, il profite, il joue sa carte, comme l'avait dit Monsieur Filalil. Pourquoi l'Algérie ne pourrait pas faire la même chose? هذا واش نقول بن سلمان انا نتبع في بن سلمان بون بغض النظر على واش كاين في حقوق الانسان كاع مي بن سلمان هو يخمم على السعوديه دون 30 20 حنا لو بوفوار الجيريان السلطه الجزائريه والله العظيم انا نقولها لي زالجيري والله سمعنا ما على بالهم واش رايحين يديروا عايشين نهار لنهار مستحيل تمشي بلاد ما عندكش بروغرام تاع على 10 سنين 20 سنه شكون هما قاعدين غير يعسوا في الفيسبوك اللي يكتب وقال فلان والجورناليست الفلاني يكتب سي با نورمال
في 2022 مازلنا نعيشوا هذه الحياه. ما تهضر ليه لا على الاقتصاد لا على الدبلوماسيه لا على حتى تبدا من شعبك لهنا. نفروها بين بعضنا ديزالجيريا، نديروا مؤسسات. ما تقدرش حنا 60 سنه وحنا عايشين غير بالريع هذا لا رونت. باه تحاربها لازم تكون عندك سلطه تشريعيه، استقلاليه غذائيه، شفافيه، عندك سلطه تشريعيه صحيحه نابعه من الشعب تراقب، عندك سلطه قضائيه تحاسب الوزير. راك شفت في فرنسا وزير عدل دخلوا له البيرو تاعو فتشوه وراه متابع قضائيا. هاي كيفاش انت رايح تتعامل مع دوله اللي وصلت في الديمقراطيه للدرجه هذه؟ لي زوروبيان يهضروا حقوق الانسان مي كاين ازدواجيه ما على بالهمش واش راه صاري في الجزائر، مي كيعاد لي زانتيري تاعهم. هم يحبوا يخدموا شعبهم. علاه الالجيريان ما يقدرش يكون كيما ان فرونسي، يعيش كيما ان فرونسي ولا ان امريكان. شي يخصنا حنا في بلادنا. C'est aussi les pires ennemis des droits de l'homme quand c'est pas chez eux. Voilà, ça c'est un point qu'il faut noter. Moi je pense l'amana, moi j'ai toujours dit ce que je pensais, c'est peut-être un avis qui va choquer certains, mais c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'espère aussi. Et j'espère ne pas me tromper. Si je me trompe, c'est à titre personnel que je le dis. Moi, je pense que vraiment aujourd'hui, il y a une dynamique économique. Il y a des projets structurants. Je suis en train de suivre de très très près. Il y a des projets structurants économiques pour l'Algérie sur le long terme, sur justement ce que vous étiez en train de dire, sur 20 ans, sur 30 ans. Là, je parle de Raj Bilad, je parle du fer, je parle du ciment. On est devenu le premier exportateur de ciment en Afrique. Il faut parler des choses bien aussi. Parler des choses bien. C'est vrai qu'on tombe sur le gouvernement, mais quand il y a des choses bien, il faut le dire. Il y a des projets structurants aujourd'hui, des projets qu'on n'a pas vus depuis Houari Boumediene, avec tout ce qu'a fait Houari Boumediene, mais lui, au moins, il avait une politique économique et des projets structurants, des projets sur lesquels peut se reposer l'État. Les fameuses entreprises étatiques, les Enaditex, ça n'a pas super bien marché dans le contexte de l'époque, mais aujourd'hui, on a un petit peu appris de nos expériences. Aujourd'hui, on a des potentiels ici en Algérie qui peuvent mener à bout ces projets structurants. Oui, je parle du zinc, je parle des mines, je parle de Raj Bilad, je parle des engrais. Les engrais, par exemple, on a Asmidal, c'est un des premiers producteurs d'engrais en termes historiques en Afrique, et c'est devenu le dernier. Alors qu'ils ont des gens qui ont 30-40 ans d'expérience dans le domaine, qui maîtrisent très 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 bien. Et on n'a jamais du voulu tourisme, que ces la entreprises... faillite du secteur du tourisme, tu dis que... Le tourisme, c'est une décision On est à politique. des années-lumière Voilà. de développement. Le tourisme, c'est une décision politique. L'Algérie a toujours été un pays fermé. On n'a jamais exploité le tourisme. On en parle comme ça. On fait du folklore, Zahma Djaouzou, Djibouti, mais on n'a jamais attaqué le tourisme comme un. Pourquoi? Justement, ça c'est un des désavantages de la rente pétrolière. Parce qu'on est un pays qui n'a jamais eu faim. Les Algériens ne sont On jamais était à l'aise. eu faim. On avait de l'argent, on n'avait Oui, pas besoin des voilà. autres. Ouais. On a eu de l'argent Bouteflika pendant... Est-ce que vous pouvez me donner une seule décision économique de Bouteflika pendant ces 20 ans? Il a fait des décisions anti-économiques, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas. Il voulait y a personne qui vendre a dans su son appareil, ce que par exemple. Bouteflika va aller économiquement. Est-ce qu'on va aller à l'économie du marché? Est-ce qu'on va devenir un géant dans je ne sais pas quoi? Est-ce qu'on va s'ouvrir au tourisme? Rien. On a eu 20 ans de démagogie, 20 ans d'anti-économie. 20 ans de dépenses. Nous sommes en train de même de dans l'anti-économie. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à son attaque. Il a bridé son attaque. Il a risqué de couler la première entreprise en Afrique, ce qui est très très dangereux. L'Algérie vit de son attaque. La Si surexploitation son attaque part, on part tous. Donc il n'y a pas eu... بوتفليقه من 2013 المشروع الواحد اللي داروا فحل لي بنك، الناس تدي في دراهم من لي بنك وتروح تشري بها لي ترونج. Exactement. Il a Exactement, ça a démocratisé été ça. la corruption. Nous n'avons pas eu donc jusqu'ici une vision au long cours. On parlait tout à l'heure, M. Hassan Mouali, de la vision au long cours de M. Ben Salman. Est-ce que, on passe à un autre sujet, est-ce qu'en Iran, on n'a pas eu cette vision? Et c'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. Est-ce que c'est un tournant historique ce qui se passe aujourd'hui en Iran? Des femmes brûlent leur foulard, elles veulent la liberté, les Iraniens et les Iraniennes. Une centaine de victimes jusqu'ici. Est-ce que ça va être une révolution qui va réussir? J'y crois pas parce que bon, c'est un pays fermé, on n'a pas accès vraiment à ce qui se passe là-bas. Moi, je me méfie des lectures très contestables des médias occidentaux, surtout français. On voit à travers le prisme français et tout ça ce qui se passe. Moi, ça me rappelle un petit peu
l'épisode de Moussavi, le fameux candidat, c'était en 2007, 2008, comme ça. On pensait que la révolution démocratique allait survenir. Ils nous ont fait croire, BFM TV, France 24 et tout ça, que c'est bon, c'est la contre-révolution démocratique en Iran. Finalement, c'est rien du tout. Donc, bon, ce qui s'est passé, bon, c'est quand même déplorable, bien sûr, ça choque, c'est clair. Ce pays, bon, mais après, je ne peux pas me mettre à la place des Iraniens. Je ne peux pas te dire qu'ils vivent très mal. Est-ce qu'ils vivent, peut-être qu'ils vivent mieux que moi. Je ne sais pas. Je sais Non, pas. Eux aussi, peut-être qu'ils vont voir là, les Algériens ne sont pas en démocratie. Je ne sais pas. Ce sont quand même 40 universités, monsieur Zahi, votre avis, 40 universités en grève en Iran. Et même les collégiens s'y mettent. Et on a un pouvoir, un Raisi qui ne veut pas un petit peu lâcher du lest, comme l'a fait Ben Salman, justement, qui a anticipé, parce que ça aurait pu se terminer. Il a anticipé justement. C'est pour ça que je parlais de vision au long cours. C'est une génération, c'est une jeunesse qui est complètement interconnectée. On ne peut pas maintenir comme ça un pays sans liberté. Après 50 ans, le projet de Ben Salman يهضر على 50 سنة جاية. بون الإيران شوف أنا نقول لك حاجة، النظام اللي ما يحلش حريات ما كان حتى نظام تقدم بالتاريخ، حتى كي بين آدم وإبليس وربي كان حوار بيناتهم، كانت حرية تاع التعبير قبل لا نهبطوا الأرض. إذا ما كاش ناس ما تعطيهمش الأمان مستحيل تعيش في بلاد أنت خايف، ما تمدش واش عندك، واحد ما يخدم الناس كاع خايفة. الإيران بون ما عندناش معلومات على جال واش، واليولي يحلوا مجال الإعلام ونسمعوا دي ديبا ويروحوا دي جورناليست يعطونا. حنا لي زالجيريين رانا نشوفوا في لو موند، سواء عن طريق الصحافة الفرنسية، تشوف في سي نيوز بي اف ام تي في، اللي نسمع لي ديبا واش اللي ديبا تم المشاكل اللي عندهم في فرنسا كاع، عندهم لي زيميغري 0.1%، نهار طول حاطين المشاكل اللي صايره في اوروب كاع على هذا. يسمى حنا لي زالجيريا ولينا نشوفوا غير بلي ميديا فرونسي ولا بي بي سي ولا خلاوش الجزائري، خلي الجزائري يقدم الماده للشعب، خلينا نشوفوا كيما الناس كاع. Même si on n'est pas sous la colonisation effective militaire, on est maintenant sous colonisation médiatique. Ça, faut en être certain. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à prendre l'exemple de l'Ukraine, la guerre d'Ukraine par exemple. Aujourd'hui, vous allez poser la question à tous les Algériens, ils vont vous dire je suis pro-russe. Mais est-ce que vous voulez que des Ukrainiens meurent? Ils vous disent non, même les Ukrainiens ne nous ont rien fait, on ne veut pas qu'ils meurent. Pourquoi? Et on revient aussi à ce qu'a fait Ben Salman, parce que ce qui se passe, l'enjeu est de pouvoir lire ce qui se passe actuellement et de ne pas rester sur des analyses qui ont été faites il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ceux qui s'amusent à l'appeler la génération TikTok et Instagram, etc. La génération Ben Salman, justement, qui a 35 ans. BMS. Oui. Qui a 35 Ben Salman a vu son père se faire rakhsou. Il l'a vu de ses propres yeux. Ben Salman, c'est pas les anciens héritiers du trône saoudien qui ne comprennent rien. Non, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait les meilleures universités du monde, et c'est quelqu'un qui comprend très très bien la géopolitique, l'économie, c'est quelqu'un qui peut gouverner l'Arabie saoudite. Et il a vu tout ça. Il ne fait pas confiance aux États-Unis. Il sait que les États-Unis le lâcheront un jour, comme ils l'ont fait avec l'Irak, comme ils l'ont fait avec d'autres pays. Il sait qu'ils œuvrent pour et ça, tout le monde l'a compris. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est surtout Ben Salman, c'est surtout même l'Émirat qui est parti hier voir Poutine. Et beaucoup de pays dans le monde l'ont compris. Ont compris que les États-Unis n'étaient plus les États-Unis qu'on voyait il y a 30 ans, avec la médiatisation d'Hollywood, les défenseurs des droits de l'homme, etc. On sait que c'est un pays prédateur. C'est un pays qui va vous laisser tomber un jour, et Ben Salman est en train d'anticiper sur tout ça. Il y a Ben Salman, il y a la Russie, et par exemple, pour revenir à l'Iran, c'est très triste pour un pays comme l'Iran, c'est la Perse, c'est un énorme pays, c'est un pays qui, voilà, c'est une civilisation, c'est un pays qui a une culture. Et ce qui va se passer avec l'Iran, c'est que beaucoup de monde ne va pas comprendre la révolution en Iran. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'ennemi des États-Unis. Et on va avoir le même réflexe qu'on a eu par rapport à la Russie et les États-Unis. À partir du moment où c'est les États-Unis qui soutiennent cette révolution en Iran, on doute. Oui, justement, est-ce qu'ils risquent pas? C'est comme les révolutions colorées alors, en Ukraine. on veut justement qu'il y ait une liberté en Iran parce que c'est un pays qui mérite la liberté. نقولها لك بالدارجه برك هذه كلمه MBS
الدلاجي في الاولى ما حبش يمد خدو الثاني. Absolument, non, il a une position. حنا من 62 وحنا ندو في ليجيف طحنا للارض ومازال ما فقناش. هاي لا ديفيرونس. Inch'Allah, Monsieur Zahi. Donc, on soutient bien sûr les Iraniens et les Iraniennes. Ça a été sur les notes de Bella Ciao. Et merci à nos invités. Merci à l'écrivain Sidi Ali Kouidri. Donc, je vous conseille de dire Willada. Merci, Monsieur Zahi. Merci infiniment, Monsieur Mouali. J'espère pour les détenus d'opinion, pour tout notre soutien le 16 et le 18, et on espère leur libération. Pour les relations algéro-françaises, nous espérons donc des relations gagnant-gagnant. Et puis bon courage pour l'Algérie. Et des visas, Mouali veut un visa. Donc merci infiniment, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même jour, ça sera le mercredi, et même endroit, Radio M. Bon week-end à vous tous. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter.